Dans cette première histoire, on va voir l'histoire de Lucrezia. Lucrezia nous dit qu'elle vit vraiment dans une toute petite ville. C'est une ville dans laquelle tu peux passer, tu t'en rends même pas compte. Il n'y a rien du tout dans cette ville, à part une station essence qui a été mise là parce que il y a une autoroute pas très loin et du coup les gens s'ils veulent faire le plein de leur voiture, ils passent dans la ville, ils font leur plein et ils s'en vont. Mais c'est pas une ville touristique, il n'y a pas de monuments, il n'y a rien du tout, à part quelques maisons ici et là, c'est vraiment la pleine campagne. D'ailleurs les maisons sont assez espacées entre elles, du coup c'est pas forcément toujours très rassurant. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent à la campagne, mais si tu as une maison et que tes voisins ils sont à des kilomètres plus loin, si tu entends un bruit que tu es tout seul chez toi, c'est pas le truc le plus rassurant. Lucrezia nous dit également que il y a quelques sans-abri dans la ville, mais c'est pas forcément quelque chose de problématique. Ce sont des sans-abri qui prennent parfois des substances, qui cherchent à voler ici et là, mais il n'y a pas de problème dramatique, on va dire. En tout cas, jusqu'à ce que Lucrezia raconte son histoire. Elle vit dans une maison avec son père et sa mère. C'est une maison plutôt classique. Elle a sa chambre, ses parents ont leur chambre. La cuisine et le salon ne sont pas séparés, vous savez, c'est une pièce assez ouverte, du coup de la cuisine tu peux aller facilement dans le salon, il n'y a pas de mur ou de porte qui sépare les deux pièces. Et voilà où l'histoire commence. Lucrezia, elle est en train de dormir. On est au milieu de l'été, du coup à un moment donné elle se réveille parce qu'elle a super chaud. Elle essaie de se rendormir, du coup elle cherche des positions plus confortables où elle sentirait un peu moins la chaleur, mais à un moment donné elle a un sentiment étrange. Elle sait pas ce que c'est, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une sorte de nœud à l'estomac. Elle se retourne donc en direction de sa salle de bain qu'elle laisse toujours allumée, comme ça la nuit si elle a envie d'aller faire un petit pipi, elle est sûre de pas tomber par terre, elle sait directement où aller. Elle se lève, elle va se rafraîchir un peu le visage, elle retourne dans son lit, tranquillement, jusque là, il n'y a rien d'anormal. Sauf que là, quand elle se recouche, elle se retourne, pas en direction de la salle de bain, mais en direction de sa fenêtre. Elle n'a pas de rideau, mais elle a un store, et ce store il est un peu cassé, c'est-à-dire qu'on peut voir en soi à l'extérieur, et de l'extérieur on peut voir de l'intérieur. C'est un store qui ne sert à rien. C'est là qu'elle va voir quelque chose. Ce qu'elle voit, c'est la silhouette d'un homme juste devant sa fenêtre, qui est placé comme s'il la regardait dormir. Là, Lucrezia, elle est pas bien. D'un coup, elle ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais été forcément très peureuse, mais elle se remémore plein de films d'horreur qu'elle a vus, où ça a commencé comme ça, elle se dit, mon dieu, mais je vais mourir, qui c'est cette personne? Lucrezia décide de faire un move. Ce qu'elle décide de faire, c'est de faire comme si elle n'avait rien vu. Elle sort de sa chambre, elle se rhabille un peu plus, parce que rappelez-vous, il fait quand même super chaud, du coup, elle n'était pas nue, mais elle n'avait pas beaucoup de vêtements sur elle. Du coup, elle décide de s'habiller un peu plus, elle retourne dans son lit et elle dort, la couette sur sa tête. Le lendemain matin, la silhouette n'est plus là, évidemment. Lucrezia se précipite vers sa mère pour lui raconter ce qu'elle a vu, et sa mère lui dit « Non, t'abuses, t'as sûrement vu un chat, parce qu'on est dans la campagne, donc c'était pas forcément inhabituel de voir des chats qui pouvaient passer dans les jardins. » Mais en tout cas, elle ne la croit pas vraiment. Lucrezia se dit peut-être effectivement que j'étais dans un demi-sommeil, peut-être que j'ai imaginé quelque chose, ou peut-être pas. Plus tard dans la journée, Lucrezia est avec sa mère dans le jardin, ils font des petites activités ici et là, du rangement, peu importe, et Lucrezia se rend compte d'une chose. C'est que dans son jardin, il y a un petit salon de jardin, vous savez, une petite table et des chaises. Et elle se rend compte qu'il y a une des chaises qui n'est pas à sa place. Elle est décalée, un peu proche de la fenêtre de la chambre de Lucrezia. Lucrezia en parle à sa mère lui dit peut-être que c'est le chat qui a sauté sur la chaise et avec, on va dire, ces sortes d'impulsions, il a fait déplacer la chaise. Visiblement, la mère de Lucrezia, elle veut pas du tout croire qu'il y a quelqu'un qui s'est pointé devant la fenêtre de sa fille. Et c'est là qu'a commencé une sorte de, pas rituel, mais quelque chose d'assez régulier. En gros, tous les soirs, Lucrezia voyait la fameuse silhouette de la nuit, le lendemain elle en parlait à sa mère et sa mère lui disait que c'était le chat. Et à chaque fois, la fameuse chaise en question était déplacée de nouveau, parce qu'évidemment, à chaque fois que Lucrezia remarquait que la chaise avait bougé, elle la remettait correctement. Mais le lendemain matin, pouf, la chaise s'était redéplacée, comme si quelqu'un, ou un chat peut-être, faisait bouger cette fameuse chaise en question. La mère commence à arrêter d'écouter sa fille, elle se dit bon, elle raconte ça tout le temps, faut qu'elle arrête. Sauf qu'à un moment donné, elle commence à paniquer un petit peu, parce qu'un matin, la fenêtre de la chambre de Lucrezia est légèrement entrouverte. Et ce n'est pas Lucrezia qui l'a ouverte. Et du coup, Lucrezia en montre ça à sa mère commence un peu à trembler, elle se dit mon dieu, mais ces chats ils sont sacrément relous. Mais pour Lucrezia, cet événement précis, c'est un tournant dans ce qui se passe. Elle se dit je ne vais plus dormir dans ma chambre, je vais dormir dans la pièce à vivre. Et comme je vous l'ai dit, cette pièce à vivre est très grande parce qu'elle est connectée avec la cuisine et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Du coup, il y a énormément de fenêtres dans la pièce où elle se trouve. Donc la première nuit où elle commence à dormir dans ce nouveau lieu, Lucrezia, elle est pas bien du tout. Elle fait tout pour éviter sa chambre à elle de peur de recroiser la fameuse silhouette, mais peut-être que la silhouette l'avait targetée
et que du coup, il allait la suivre dans ses déplacements. On est donc la fameuse nuit, il est 3 h du matin, Lucrezia ne sait pas pourquoi, mais elle se réveille, et elle voit quelque chose au travers d'une vitre de la pièce à vivre. Elle voit une sorte de flash, comme si quelqu'un en fait avait une lampe et éclairait directement à l'intérieur de la maison, mais avec la vitre, ça faisait un effet de lumière qui se disperse. D'abord un peu dubitative sur ce que ça peut être, Lucrezia, elle commence un petit peu à plisser les yeux pour comprendre d'où ça pourrait venir. Peut-être une lumière dans la rue, peut-être quelque chose de totalement normal. Sauf qu'elle se rend compte que le flash bouge de vitre en vitre, comme si quelqu'un, à l'extérieur de la maison, cherchait quelque chose qui se trouvait en son intérieur. Lucrezia comprend tout de suite que la personne qui provoque cette lumière, c'est l'individu qui l'a regardé dormir précédemment. Lucrezia va réveiller sa mère lui dit d'arrêter ses bêtises, et elle décide de dormir dans une autre chambre. Dans cette autre chambre, Lucrezia se dit de nouveau « Peut-être que ma mère a raison, peut-être que je me fais une parano pour rien ». Sauf que là, la fameuse lumière qu'elle avait vue dans la pièce à vivre arrive au niveau de la fenêtre de cette nouvelle chambre. Comme quand elle était dans sa chambre à elle, Lucrezia est paniquée et elle décide de dormir la couette sur la tête. Le lendemain, elle raconte encore une fois à sa mère ce qui s'est passé après qu'elle soit allée la réveiller de nuit, et sa mère lui dit « Ça suffit ». Elle ne la croit vraiment pas du tout. Et elles retournent toutes deux dans le jardin, elles font des activités ici et là la mère remarque quelque chose. Une boîte à outils qui se trouvait dans un petit cabanon dans le jardin est sortie. Et juste à côté, il y a tournevis, marteau, lampe, et la mère, plutôt que de se dire qu'il y a un truc qui va pas, elle dit « Lucrezia, qu'est-ce que t'as foutu ?» Plutôt chaud les parents. Lucrezia confirme que ce n'est pas elle, elle n'a pas envie de se faire punir si un individu s'amuse à essayer de voler des trucs, à regarder dans la maison, et qu'elle, elle n'a rien fait, elle est plutôt victime de cette histoire. Et elle trouve également d'autres outils, mais à côté de la porte arrière de la maison. Lucrezia, elle n'en peut plus du tout. Elle comprend pas ce qui se passe. D'un côté, elle aimerait bien croire sa mère qui lui dit que c'est rien du tout, mais d'un autre côté, son instinct lui dit qu'il y a un danger qui rôde autour d'elle. Elle dit donc, ok, maman, cette nuit, dors avec moi. La mère accepte, elle se dit, bon, comme ça, ma fille sera convaincue qu'il n'y a aucun danger. Et cette nuit-là, Lucrezia s'endort avant sa mère, mais elle s'est fait réveiller un peu plus tard par sa mère, qui était en panique. Elle a pointé une fenêtre de la maison en disant il y avait quelqu'un. Et effectivement, Lucrezia, en regardant, elle voit qu'il y a une silhouette qui se balade. Elles entendent également du bruit un peu de métal, mais assez bas, comme si quelqu'un en fait utilisait des objets qui faisaient pas mal de bruit, mais qu'il essayait un peu de camoufler les bruits. Mais ça s'entendait quand même. Lucrezia fonce donc réveiller son père, qui était normalement plutôt grognon, qui avait un peu un mauvais caractère. Quand c'était les bons jours, il était assez chiant, mais quand c'était les mauvais jours, il était terrifiant. Le père, assez énervé, sort de la chambre et il voit justement la fameuse silhouette lui aussi. Donc là, il ouvre un tiroir et il sort une arme à feu. Il sort de la maison et là, Lucrezia ne voit pas ce qui se passe. Elle entend que son père crie et elle entend en plus de ça 2 coups de feu. Après ça, elle entend des bruits de pas très précipités. Voilà ce qui s'était passé. Le père a surpris l'individu qui rôdait autour de la maison. Il lui a tiré 2 fois dessus, sauf qu'il l'a raté. L'homme a pris peur et il s'est enfui en courant. Lucrezia et sa famille ont appelé la police est venue et ils ont constaté qu'il y avait des outils à côté de la porte arrière de la maison et ils ont pris des dépositions comme ça, mais ils n'ont pas réussi à remettre la main sur l'individu qui rôdait autour de la maison. En gros, il y avait un homme qui essayait d'entrer par effraction dans la maison. Il avait sûrement, au fur et à mesure des nuits, fait un peu du repérage pour voir par où il pourrait rentrer dans la maison. Il est allé dans la petite cabane dans le jardin, il a vu qu'il y avait une caisse à outils, et en fait il se servait de ces outils pour essayer de forcer la porte arrière de la maison pour y pénétrer. Après, une fois qu'il serait rentré, est-ce qu'il voulait cambrioler la maison, voler des objets de valeur, ou est-ce qu'il voulait s'en prendre, pourquoi pas, à Lucrezia? Ça, on ne sait pas du tout. En tout cas, c'est une histoire que tu ne veux sûrement pas vivre. Les parents, ils sont un peu relous quand même dans cette histoire-là, parce que leur fille leur dit clairement qu'il y a un souci, mais ils décident de ne pas la croire. Alors que pour autant, elle dit pas « j'ai vu Jack l'Éventreur », tu vois. Elle dit des trucs plutôt sensés, qu'elle a vu une silhouette plusieurs fois autour de la maison. C'est assez fou qu'ils se soient pas dit « bon, on va rester tête éveillée des jours plus tôt », et peut-être qu'ils auraient pu mettre la main sur l'homme et l'arrêter, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas été très cool avec leur fille à ce moment-là. On passe à la deuxième histoire. Dans cette histoire-là, on va voir l'histoire de Maria. Maria vivait avec son petit ami dans un appartement qui ne se trouvait pas dans la ville en elle-même, mais dans une ville un peu plus petite à côté. Et le fameux compagnon de Maria, à un moment donné, il a une idée, il se dit tiens, et si on adoptait un animal? Un animal qui était en soi tout mignon, un petit chiot, sauf que c'était une race qui, au départ, très petit, très mignon, mais qui grandit beaucoup et très vite. Donc, un problème se pose, c'est que leur appartement, il sera trop petit pour eux et leur animal de compagnie, donc ils doivent déménager. Ils décident donc de quitter la ville pour se rendre dans une ville qui est plus proche de la plage.
Comme ça, ce sera pas quelque chose de stressant, ce sera beaucoup plus relax comme cadre de vie. Il trouve donc, non pas un appartement, mais une sorte de maison avec un jardin, vraiment très cool. Sauf que l'agent immobilier qui présente la maison, il est un peu chelou. Il disait que la maison pouvait être habitée, genre limite là, t'avais tes valises dans le coffre de ta voiture, tu pouvais y aller maintenant. Tu vois, il n'y avait pas de délai, rien du tout. Il dit, en une semaine, t'as les clés. Mais bon, pour Maria et son partenaire, c'est une aubaine. 3 semaines plus tard, ils emménagent dans cette nouvelle maison. Maria parle de cette nouvelle acquisition à sa famille, tout le monde est très content, le frère rigole en faisant des blagues sur le lieu. Mais bon, Maria décide d'aller au-delà des petites remarques que son frère peut lui faire et continue à vivre. Elle est très contente, elle, d'avoir trouvé ce nouveau lieu. Elle est très croyante dans les énergies qui peuvent traverser notre corps, que les lieux qu'on traverse peuvent nous donner. Et là, elle se dit, on a un grand espace, on a la plage pas loin, un grand jardin, vraiment on va être bien. Tout se passait vraiment au mieux. Là, on n'a pas l'impression d'être dans un stress d'horreur. Mais tu sais que des fois, quand ça se passe trop bien, c'est qu'il y a un quoi quelque part. Une semaine après avoir emménagé dans cette nouvelle maison, un couple s'est présenté à Maria et son partenaire. Ils étaient plutôt vieux, ils étaient là pour se présenter, en tant que bons voisins. En parlant un peu avec ce vieux couple, Maria apprend que sa maison, avant, c'était un salon de massage. Mais apparemment un salon de massage un peu chelou. C'était un salon de massage qui avait fermé il y a 5 ans, donc Maria se dit, bon, il n'y a pas à s'inquiéter forcément, enfin, pas de problème quoi. Le temps avance un petit peu, Maria s'occupe d'aménager le jardin, elle fait des activités dans la maison, elle faisait des petits travaux ici et là, elle n'était pas habillée sexy ou classe ou quoi que ce soit, elle était genre en t-shirt super sale, gros jogging, elle avait des traces d'huile sur le pantalon, vraiment, elle n'était pas mise en mode sexy, je draguais tout le monde. Elle revenait de sa voiture, elle faisait le tour de la maison parce qu'elle aménageait des trucs ici et là, elle avait fait des achats, etc. Et alors qu'elle s'approche de sa porte d'entrée, un homme en vélo débarque. Il avait des lunettes de soleil et une sorte de foulard qui masquait la moitié de son visage. Et ça interpelle Maria. Elle se dit, ce mec est assez creepy, c'est bizarre. Parce qu'en plus, il fait des allers-retours devant la maison. Du coup, à un moment donné, elle se dit, je vais l'interpeller. Elle demande, est-ce que tout va bien? Et là, le mec s'arrête juste devant elle. Il enlève ses lunettes et il demande un massage. Là, Maria se dit, oula, le mec il vient 5 ans à la bourre. Du coup, elle le regarde, elle ne dit rien. Elle rentre dans la maison, elle dit à son mec qu'il y a un mec qui vient demander un massage. Et le mec, le temps qu'il sorte pour aller lui dire, frérot, il n'y a pas de massage ici, le mec était parti. Le reste de l'après-midi, Maria et son compagnon ont parlé de ce petit incident, ce truc un peu chelou qui vient de se passer. Ils étaient intrigués, assez perplexes, mais ils n'étaient pas forcément inquiets. Ils se disent, bon bah peut-être que le mec est venu, qu'il avait vu sur internet quelque chose sur un salon de massage ici, et qu'il n'avait pas vu que c'était fermé depuis 5 ans. Pourquoi pas? Du coup, penchant vers cette possibilité-là, Maria fait une petite recherche sur internet et elle se rend compte qu'effectivement, son adresse est toujours considérée comme le lieu d'un salon de massage qui est toujours actif. Du coup, elle fait une demande sur Google ou je sais pas trop où, pour dire ce lieu c'est fermé, maintenant c'est plus du business, c'est une résidence privée. Elle se dit, ok, ça va sûrement résoudre le problème, mais une semaine passe. Le compagnon de Maria a travaillé et elle a enchaîné des petits boulots parce qu'on était encore dans le cadre de la pandémie. Du coup, ce qu'elle pouvait faire de temps en temps, c'est faire des cours de yoga. Elle faisait ça plutôt le matin et le soir. Et entre ces deux moments, bah, elle était chez elle. Et du coup, une semaine après la rencontre avec le mec qui était en vélo qui a demandé un massage, Maria rentrait chez elle tranquillement après un de ses cours de yoga. Elle était un peu fatiguée. Elle était à pied et en arrivant vers sa maison, elle se rend compte qu'il y a une voiture garée devant, avec un homme à l'intérieur. L'homme sort, sourit à Maria et lui fait un signe de main. Maria se dit peut-être que c'est pas pour moi, peut-être qu'il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Du coup, elle rentre dans sa maison, elle va dans le jardin, son chien qui a bien grandi est avec elle, elle prépare un peu le repas comme ça, et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle entend? Toc toc toc, ça toque à la porte. Généralement, son chien, quand quelqu'un toque à la porte et qu'il ne reconnaît pas Maria ou son compagnon, il aboie. Sauf que là, rien du tout. Du coup, Maria va voir qui c'est et elle se rend compte que c'est le mec qui était de base dans la voiture devant la maison. Dès qu'elle ouvre la porte, l'homme s'impose. Il rentre direct dans la maison sans qu'on l'y invite. D'ailleurs, il pousse la porte, ce qui fait que Maria se la prend un petit peu, ça la fait reculer. Et bien que Maria est une femme assez grande en taille, l'homme la surpasse. Apparemment, il puait totalement. Et l'homme va commencer à parler, il va poser une question, il va demander, qu'est-ce qu'il pourrait demander? Un massage. Mais il demande un massage de Maria. Il dit, toi, je veux que tu me masses. Maria ne se laisse pas faire, elle pousse l'homme dehors, elle l'insulte, elle lui dit, mais pour qui vous vous prenez, c'est inadmissible, etc. Et elle arrive à le mettre dehors et à refermer la porte. Elle ferme la porte à clé, et elle va chercher son téléphone. Elle appelle son compagnon, mais juste avant ça, elle veut prendre une photo de la voiture de l'homme, comme ça si jamais il repasse, poum, il est identifié. Sauf que malheureusement, l'homme était vite parti. Du coup, elle appelle son petit ami, qui lui appelle le père de Maria, parce qu'il ne vivait pas très loin et du coup il a demandé au père de Maria de venir dans la maison pour rester avec elle un petit peu au cas où. 2 semaines passent,
sans qu'il n'y ait aucun autre visiteur inattendu qui se présente à la maison. Le compagnon de Maria devait s'absenter de nuit pour gérer des trucs qu'il avait à faire par rapport à son travail. Du coup, pour la première fois, Maria allait se retrouver seule la nuit chez elle. Normalement, c'est quelque chose qu'elle adore faire parce que, on va dire, elle est totalement tranquille, elle peut mettre le film qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, se coucher à l'heure qu'elle veut. Sauf que là, dans les circonstances qui entourent cette maison et ce qu'elle avait vécu dans le passé, c'est pas quelque chose qui la rassure énormément. Bien qu'elle se sentait en sécurité quand son compagnon était là, bah là elle savait que ça allait pas être le cas. Du coup, Maria a prévu le coup. Elle avait une machette qu'elle avait ramenée d'un de ses voyages, qu'elle gardait pas trop loin d'elle. Elle laissait son chien dormir dans sa chambre uniquement quand son mari n'était pas là, et elle prévoyait d'appeler son père pour avoir un peu de soutien émotionnel. Donc la première nuit où Maria se retrouve toute seule, elle a fait ce qu'elle voulait, mater des films, etc. Elle s'est couchée à 2 h du mat. Elle était totalement crevée. Mais là, son chien commence à grogner. Parfois, ce chien fait ça quand il dort, mais là, il était bien réveillé. Et en plus du son de son chien, Maria entend un bruit qui vient de l'extérieur. Ce qu'elle entend, c'est des bruits de pas sur du gravier qui se trouvait autour de sa maison. Mais ce gravier, il était à un endroit précis. Il était juste devant la fenêtre de sa chambre. Donc ça veut dire que si quelqu'un marchait sur du gravier et que tu l'entendais, c'est qu'il se trouvait devant la fenêtre de Maria. Les stores de la fenêtre étaient fermés, donc Maria ne voyait pas du tout ce qui se passait à l'extérieur, mais ce qu'elle entend en tout cas, parce que le chien continuait de grogner, vraiment, limite il était presque debout à côté de la fenêtre en train de grogner, c'est que ces grognements, ces aboiements, ont fait fuir là où les personnes qui étaient venues devant la fenêtre, parce qu'elle a entendu des bruits de pas précipités, remarcher sur le gravier et s'éloigner. Après ça, Maria, non sans difficulté, s'est recouchée, et la nuit suivante, le lendemain, là, elle a décidé de dormir chez sa mère avec son chien. Elle avait un peu trop peur. Le compagnon revient de son voyage de travail, et il était au courant, parce que Maria lui avait parlé de ce qui s'était passé. Du coup, lui un peu énervé, il décide de contacter l'agent immobilier qui a fourni la maison pour lui dire qu'il y avait pas mal d'incidents, et que ça le saoulait. L'agence immobilière a répondu en disant qu'il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être, qu'il ne savait même pas que la maison avant était un salon de massage. Mais bon, le couple, ils ne croient pas trop en tout ça. Ils se disent, mon œil. À peu près une semaine se passe encore une fois sans incident, mais malheureusement Maria commence à avoir des crises d'angoisse. Tous les événements qu'elle a pu vivre, parce que ça se passait généralement quand elle était seule et que son homme n'était pas là, du coup bah, ça l'a marqué, ça lui a laissé une sorte de traumatisme et du coup elle faisait des crises d'angoisse par rapport à tout ça. Les premiers incidents qui pouvaient être anodins, bah, finalement devenaient assez récurrents, du coup ça commençait à devenir un problème. Donc, pour en avoir le cœur net, Maria va voir le vieux couple qui s'était présenté à eux pour leur poser quelques questions sur sa propriété. Il semblerait que le salon de massage qui était présent dans cette maison a été fermé par la police. Ce salon de massage causait beaucoup de problèmes, il était très mal fréquenté. D'ailleurs, un des voisins, qui a été quelqu'un d'important dans le fait d'arrêter ce salon de massage, avait une fois été agressé par une des personnes qui tenait ce fameux salon de massage. En plus de ça, la maison avait été habitée avant Maria et son compagnon. Et ces personnes-là, qui ont vécu dans la maison, sont aussi vite parties parce qu'ils subissaient un peu les mêmes incidents que Maria avait subis. Maria, maintenant qu'elle sait que la police a eu affaire à sa maison, décide de les contacter pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose ou s'ils ont des informations supplémentaires. Et fort heureusement, elle est tombée sur des officiers de police qui étaient très à l'écoute et qui l'ont beaucoup aidé. Ils ont dit qu'effectivement, le salon de massage avait bien existé, il avait été fermé parce que, en plus d'être un salon de massage, c'était aussi une sorte de maison close. Ils ont pris les dépositions concernant tout ce que Maria avait vécu, et les agents de police disent également que s'il se passe autre chose, de les contacter. Quelques jours plus tard, alors que Maria et son compagnon revenaient d'un week-end pour un peu décompresser de toute la situation, se font interpeller en revenant par un fleuriste qui se trouvait au coin de leur rue. Ce fleuriste demande s'ils étaient là la nuit juste avant qu'ils ne rentrent, question à laquelle Maria et son compagnon répondent que non, et cette fleuriste dit qu'elle a vu un homme regarder toutes les fenêtres de la maison et toquer à toutes les portes pendant à peu près 1h30. Bien sûr, ça met pas très bien Maria et son compagnon. Ils décident donc de rentrer chez eux, et la nuit, ils entendent des bruits de pas à côté de la fenêtre de la chambre, sur le gravier, mais ils entendent également des gens qui toquent à la porte. Et ça a duré pendant à peu près 1h30. Ça commence vraiment à en être assez pour le couple. Ils rappellent l'agence immobilière, et encore une fois, ils n'arrêtent pas de dire « Mais non, nous, on n'en savait rien ». Maria dit qu'elle a contacté la police concernant cette affaire, et là, l'agent immobilier, il change drastiquement de discours. Il dit « Si vous voulez, on peut financer un changement de porte pour qu'il y ait plus de sécurité, on peut mettre des lumières à l'extérieur pour dissuader peut-être des cambrioleurs, on peut faire des choses. Mais on fera tout ça si jamais vous cessez vos contacts avec la police. » Le couple accepte, mais dans leur tête, ils se disent « Crois-le. Crois-le qu'on va pas appeler la police si jamais il y a des problèmes. » Du coup, la sécurité est renforcée
Et le couple est vénère parce que normalement, dans la loi, tu dois informer les personnes qui sont intéressées par un bien si jamais il s'est passé des choses un peu creepy dans le logement dans lequel ils sont intéressés. Par exemple, là, il y a eu une affaire avec la police. Normalement, l'agent immobilier aurait dû dire il y a eu une affaire avec la police concernant ce logement parce qu'il s'est passé ci, ça, etc. Maria comprend aussi également pourquoi la maison était disponible très rapidement, à un prix assez bas par rapport à la maison que c'était. Et là vient le confinement. Du coup, pendant à peu près 2 mois, il n'y a eu aucun incident. Et à la fin du confinement, de temps en temps, il y a effectivement des gens qui tapent toujours à la porte d'entrée de la maison de Maria et son partenaire. Maria n'ouvre pas la porte parce que c'est elle en général qui se trouve à la maison à ce moment-là. Elle a installé une caméra devant la maison, comme ça, si jamais quelqu'un passe en voiture, elle peut avoir sa plaque d'immatriculation. Ils ont également sympathisé avec leurs voisins qui, régulièrement, s'assurent que tout se passe bien. Ils gardent un petit œil sur la maison au cas où pour assurer la sécurité du quartier. C'est là que cette histoire se termine. Conclusion de cette histoire, bon, les événements ont l'air d'être de moins en moins fréquents, mais c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. On ne sait pas forcément quel type d'activité aurait pu vraiment se passer dans cette maison. Est-ce que c'était mal fréquenté parce que c'était des sortes de criminels, des gens avec des plaisirs assez malsains qui entraient dans ces lieux et du coup ils pensaient que ça restait. Peut-être, alors ça on n'a pas l'information, que le lieu a toujours été considéré comme un salon de massage, même après que Maria ait fait la demande que ce lieu ne soit plus considéré comme tel. Peut-être que ça n'a pas été mis à jour et du coup c'est pour ça que les gens s'y rendent. En tout cas, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez effrayant de voir que ta maison est considérée par certaines personnes comme un lieu où ils peuvent venir assouvir leur plaisir malsain. Et du coup tu es dérangé en continu. Après, quelles sont les intentions des personnes qui peuvent aller voir de nuit la fameuse maison? Pourquoi est-ce qu'ils font le tour de la maison? Ça, j'en ai aucune idée. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Les amis, je propose qu'on s'arrête avec cette histoire-là qui était assez longue. C'était 2 histoires, je trouve, vraiment folles. J'en avais potentiellement une 3e, mais j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue ou que ma caméra ne tienne pas le coup. Mais je pense que là, en termes de frissons, l'injection est terminée. Je pense qu'on est bien rempli là quand même. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Stacy qui a vécu quelque chose qui l'a marqué dans une forêt où elle avait l'habitude de courir. Tout commence à 18h30. Stacy avait fini de manger, elle a pris une petite collation avant d'aller courir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait son petit footing, elle prend le même trajet, le même chemin, le même endroit. Elle a son planning et son trajet bien établi. Mais ce trajet, à chaque fois, il passe dans une forêt. La forêt est constituée de la manière suivante. Il y a 2 sortes de routes. Une route qui est pavée, une autre qui ne l'est pas. Stacy a pour habitude de commencer sur la route non pavée et ensuite de bifurquer sur la route pavée. Son footing se passe très bien. Parfois, elle rencontre des personnes qui promènent tranquillement leur chien, mais la plupart du temps, pendant son footing, elle est toute seule. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle courait depuis un bon moment quand elle reçoit une notification sur son téléphone. Elle l'avait parce qu'elle s'en servait pour écouter de la musique. Cette notification était une notification bien singulière, pas un SMS, pas un DM Insta, pas un Snap. Ce qu'elle a reçu, c'était une notification AirDrop, c'est-à-dire que quelqu'un souhaitait lui envoyer quelque chose, et pour que AirDrop fonctionne, si vous ne savez pas, il faut que cette personne soit relativement proche d'elle. Naturellement, cette notification, elle bouleverse un petit peu Stacy, mais elle ne veut pas montrer que ça l'inquiète, au cas où que quelqu'un dans les alentours de mal intentionné soit présent. Elle fait donc comme si de rien n'était, et elle continue sa course. À un moment donné, elle s'arrête et elle fait genre qu'elle change de musique sur son téléphone. Mais en réalité, il n'en a rien. Ce qu'elle compte faire, c'est ouvrir le fameux message via AirDrop qui lui a été envoyé. Elle se dit, soit on m'a envoyé un truc et qu'est-ce qui se passe, soit quelqu'un s'est trompé. Elle ouvre le message et là, elle a failli tomber au sol. Le message, c'était pas quelque chose qui était écrit, c'était une photo, un peu comme un Snapchat, une photo avec un texte dessus. Cette photo, c'était une photo d'elle en train de courir et le texte indiquait: tu es très bonne. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pour Stacy, c'est la grande panique. Elle se dit, ok, faut pas que je montre que je suis paniqué, faut pas que je montre que je suis actuellement en position de faiblesse, donc je vais reprendre ma course, faire comme si je n'avais rien remarqué du tout. Ce qu'il faut savoir un petit peu pour les besoins de l'histoire, c'est que cette forêt était une forêt où il y avait à un moment donné une clôture. Cette clôture était là pour éviter que des enfants ne s'aventurent trop loin dans la forêt, des enfants qui n'étaient pas accompagnés de leurs parents. Si on voulait rentrer plus loin dans la forêt, il fallait passer par une porte où il y avait justement un gardien qui s'assurait de la sécurité de tout le monde. Mais quand elle était petite, Stacy, elle voulait aller dans la forêt avec ses copains sans qu'il y ait les parents. Du coup, à un moment donné, ils s'étaient aventurés là-bas et ils avaient coupé
un morceau de la clôture pour pouvoir s'y aventurer comme il le souhaitait, et sans passer par cette fameuse porte avec gardien. Et justement, Stacy à ce moment-là elle s'en est souvenue, et elle a donc décidé de courir en direction de cet endroit, tranquillement, pour ne pas éveiller les soupçons de la potentielle personne qui la suivait, et une fois qu'elle arrive à la clôture, elle se précipite dans le trou, et elle s'enfonce un peu plus dans la forêt, essayant de s'enfuir à tout individu qui pourrait la suivre. Et justement, pendant qu'elle est en train de passer la clôture, qu'elle a presque passé, elle entend un peu plus en derrière elle, un son qui la pousse à se précipiter. Ce son, c'était le son d'un homme qui respirait très fortement, comme si c'était quelqu'un qui la suivait en courant, mais pas quelqu'un qui savait maîtriser son souffle. C'était pas quelqu'un qui courait régulièrement, ça s'entendait qu'il était essoufflé. Stacy fonce dans la forêt, elle va vers la porte où il y a le gardien, et elle en sort, et elle arrive à quitter la forêt sans ne s'être jamais retournée une seule fois pour voir ce qui pouvait l'attendre derrière elle. Cette expérience l'a marquée, parce que depuis ce jour, plus jamais elle ne court dans cette forêt. Elle a totalement changé ses habitudes, et elle court toujours dans des endroits où il y a un minimum de population. Maintenant, avec le recul, elle se souvient également avoir entendu un autre son, qui pourrait être d'autant plus inquiétant. Elle entendait un bruit de métal, comme si des chaînes se tortillaient un peu dans tous les sens. C'est là que le récit de Stacy se termine, et on peut fortement y croire, parce qu'il y a combien de cas de jeunes joggeuses qui se sont fait agresser en faisant tranquillement leur footing? Bah, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc là, est-ce que c'était quelqu'un qui voulait l'agresser? Très certainement. Un stalker qui était là régulièrement, ça on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas des bonnes intentions vis-à-vis de Stacy. Maintenant, on va voir le récit de Guillaume. Dans ce récit-là, on va parler d'écoles abandonnées. Pour vous donner un petit peu de contexte, Guillaume vit dans une ville où il y a eu un fort déclin démographique, c'est-à-dire que les habitants de la ville sont, au fur et à mesure du temps, dans les 40-50 dernières années, sont partis de la ville, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de travail par exemple, et du coup, les écoles qui étaient présentes dans la ville, n'ayant pas atteint leur quota entre guillemets d'élèves à accueillir, il y en a qui fermaient petit à petit, ce qui a donné dans sa ville pas mal de lieux, comme des écoles, abandonnées, laissées totalement comme ça, à l'abandon. D'ailleurs, ces lieux, comme les écoles abandonnées, devenaient des sortes de spots pour les adolescents qui souhaitaient soit faire un peu un test de courage en se disant ouais, est-ce que tu arriveras à passer la nuit dans cette école là parce qu'il y a des fantômes, ce genre de choses. Ça servait aussi de lieu de squat où les jeunes s'en servaient pour faire des petites soirées. Guillaume traînait avec une amie du nom de Hadley. Ils étaient en train de prendre l'air tranquillement dans une zone pas trop loin d'une école abandonnée. Ils longeaient le bâtiment et à un moment donné, un homme a surgi d'un coin, donc on ne le voyait pas avant. Il a attrapé Hadley par le bras et il a dit « Toi, tu viens avec moi ». Vous savez, l'urbex, dans beaucoup d'endroits, c'est pas quelque chose de légal. Donc, d'abord, Hadley et Guillaume pensaient que cet homme était une sorte de gardien et qu'en fait, il avait chopé Hadley pour appeler la police pour dire « Regardez, il y a des squatteurs, il y a des intrus qui sont venus sur le lieu ». Hadley arrive à se détacher de l'emprise de l'homme et Guillaume et Hadley sprintent pour partir le plus loin possible. Ils ne veulent pas être confrontés à la police au cas où, ils n'ont pas envie de se faire punir par leurs parents ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont encore adolescents, et du coup ils se précipitent vers la maison du cousin de Guillaume. En termes de date, on n'était pas très loin de l'anniversaire de la tante de Guillaume, la mère du fameux cousin chez qui il s'est rendu. Du coup, tout le monde était un peu dans les préparatifs, tout le monde était là pour préparer un peu la fête, et toute la famille était présente justement dans la maison. Ils oublient un peu ce qui se passe, parce qu'ils sont dans l'ambiance de la fête, il fait nuit, ils sont tranquillement avec le cousin en train de passer une petite soirée tranquille, ils font ce que des jeunes font habituellement. Sauf que là, à un moment donné, au travers de la fenêtre, Guillaume voit un homme qui marche dans l'allée où se trouve la maison du cousin. Mais il marche pas comme s'il traversait l'allée, il marche vraiment en direction de la maison. Il a un manteau qui recouvre quasiment sa bouche, il a un chapeau qui recouvre ses yeux, donc on ne voit que ses yeux et son nez. Et sa manière de marcher est un peu étrange, presque comme s'il ne tenait pas vraiment debout. Il faut savoir que pendant cette soirée d'anniversaire, il y avait des gens qui se trouvaient également dans le jardin de la maison, le jardin qui se trouvait du coup à l'opposé de la rue. Et il faut savoir aussi que l'oncle de Guillaume, donc le père du cousin, est quelqu'un d'assez farceur, donc il pense que c'est lui qui est là pour faire une petite farce. Il décide donc de sortir de la maison pour aller le voir et lui dire « Tu nous as pas fait peur, arrête de faire ça ». Sauf que là, le cousin, juste avant que Guillaume ne s'approche de l'homme, crie quelque chose. Il dit « Guillaume, ne t'approche pas de lui ». Là, Guillaume se stoppe net. Il regarde son cousin, il regarde de nouveau l'homme, et là, étant un peu plus proche de lui, il voit ce que l'homme faisait réellement. L'homme n'était pas en train de marcher avec une posture étrange, pas du tout, il faisait quelque chose de bien plus malsain. Il était en train de se faire allègrement du bien, en regardant les jeunes adolescents au travers de la fenêtre. Guillaume se précipite pour rentrer dans la maison, il ferme la porte, il la verrouille à clé. À côté de cette porte, il y avait une sorte de vitre qui permettait de voir ce qu'il y avait juste devant la porte. Un peu comme un Judas, sauf que là, à l'inverse d'un Judas, la personne à l'extérieur pouvait également voir à l'intérieur de la maison. Guillaume
Hadley et son cousin restent là, devant cette fameuse suite quelques instants, et ils voient l'homme venir vraiment jusque devant la porte, pile poil devant la vitre, et il finit ce qu'il était en train de faire, devant la vitre, en regardant les jeunes tétanisés. Après cela, il se rhabille un petit peu, et il se précipite en courant, jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible par les jeunes, parce que l'homme est parti, effacé par la nuit. Bien sûr, les jeunes sont vite allés voir leurs parents, qui se trouvaient dans le jardin. Ils ont rapidement expliqué ce qu'il se passait, les parents sont allés voir devant la maison pour voir s'il y avait une trace de l'homme, mais l'homme s'était fait la malle. La police a été appelée, les jeunes ont témoigné de ce qu'ils avaient vu à la police a posé quelques questions supplémentaires, et ensuite elle est partie. À peu près une semaine plus tard, une fille de l'école des 3 jeunes qui ont vécu ce traumatisme a entendu parler de ce qui s'était passé. Elle vivait dans la même rue que le fameux cousin, et elle disait avoir vu une voiture étrange, effectivement, garée de temps en temps dans l'allée, pas trop loin de la maison du cousin. Étant assez inquiète par cette voiture, elle avait pris au cas où sa plaque d'immatriculation. Elle avait également noté un descriptif de la voiture, et justement, elle a fait un peu un travail d'enquêtrice. Ce qu'elle a pu découvrir, c'est que cette voiture avait été remarquée dans plusieurs autres allées, mais également en train de poursuivre une femme qui est rentrée dans le supermarché. Bien sûr, tous les témoignages par rapport à ce véhicule et à cet homme, plus le fait que l'étudiante avait noté sa plaque d'immatriculation, ont permis à cet homme d'être arrêté. Cet homme a été clairement identifié. Il avait pour habitude de traîner dans les parkings de supermarchés pour agresser des femmes, tenter d'abuser d'elles. Et du coup, cet homme étant arrêté, la police a appelé Hadley et Guillaume pour voir si cet homme-là était effectivement celui qui les avait traumatisés la fameuse nuit où il y avait l'anniversaire de la tante. Ils sont donc allés au commissariat, et là, en voyant clairement à quoi ressemblait l'homme, ils sont sous le choc. Cet homme n'était ni plus ni moins que la personne qui avait attrapé Hadley au niveau de l'école abandonnée. Les 2 jeunes font un constat d'autant plus terrifiant après cela, c'est que quand il a attrapé Hadley, il l'a pas attrapé pour appeler la police, loin de là. Il l'a attrapé pour l'emmener dans l'école et abuser d'elle. Et il se trouve que cette fameuse école abandonnée, qui plus est, était un endroit, son sorte de squat. Au moment justement où Hadley et Guillaume se baladaient tranquillement à côté, bah en fait, juste derrière le bâtiment, il y avait la fameuse voiture de l'homme. Donc en fait, lui, c'était un peu son QG, son repère, si on peut dire ça comme ça. Sacrée histoire. De toute manière, dès qu'on commence à parler d'abus, de personnes qui veulent abuser de femmes comme ça et tout, ça c'est toujours, je trouve que c'est toujours des histoires très lourdes dans le sens horrifique du terme. Pareil, le fait que le mec, il regarde chez les gens pour se faire du plaisir, ça c'est quelque chose d'horrible. Après, ce qu'on peut se dire aussi, enfin moi ce que je suppose en tout cas clairement par rapport à cette histoire, c'est qu'en fait l'homme, quand il était devant chez le cousin, ce qu'il regardait justement au travers de la fenêtre, c'était précisément Hadley, la seule fille du groupe, et que les 2 mecs à côté, ils s'en tapaient royalement. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait il a commencé à faire une fixette sur elle au moment où il l'a vue, et puis en fait il a suivi Guillaume et Hadley jusqu'à chez le cousin, et il a attendu qu'il fasse un peu nuit pour justement se donner du plaisir très malsain comme ça, en étant le moins visible possible. Et d'un côté pour lui ça lui a réussi parce que bah il n'a pas été arrêté par rapport à ça, il a été arrêté plus tard. Donc si jamais il avait fait ça et qu'ensuite il avait quitté le pays ou la ville ou qu'il était parti assez loin, bah il aurait jamais été reconnu pour ces faits là. Et c'est ça que je trouve aussi d'ailleurs assez incroyable vis-à-vis de cette histoire. Bon, dans ce témoignage là on va parler, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça vous aussi, d'intrusion à domicile. Quand quelqu'un vient chez toi pour te cambrioler ou pour te faire la peau. Et ce témoignage-là, c'est le témoignage de Mouna. Mouna vivait totalement seule, enfin pas si seule que ça, parce qu'elle vivait avec 2 chats. Elle vivait dans un appartement, mais l'appartement était fait de manière assez particulière. C'était pas t'ouvres la porte dans l'appartement. En fait, t'ouvrais la porte, t'avais un escalier qui montait, et en fait l'appartement était à l'étage. Et cette porte d'entrée, elle, était directement au niveau de la rue. Donc Mouna, une femme plutôt jeune, dans la trentaine, plutôt petite en taille et qui a l'air d'avoir un peu moins que son âge. Par exemple, quand elle va acheter de l'alcool ou des cigarettes, on lui demande régulièrement sa carte d'identité pour vérifier qu'elle a bien l'âge qu'elle prétend. Mouna est une fumeuse, sauf qu'elle ne veut pas fumer chez elle. Ce qu'elle fait à chaque fois, c'est qu'elle fume à sa porte d'entrée, donc à l'extérieur de l'appartement. Son appartement ne se situe pas dans un endroit qui est très peuplé, donc les personnes qu'elle est amenée à croiser, ce sont souvent les mêmes, donc elle est habituée à dire bonjour aux voisins qu'elle peut croiser. Elle a un planning bien régulier, c'est-à-dire, après quand je dis planning, je dis pas forcément sur les activités de sa journée, mais elle essaye de dormir à peu près toujours à la même heure, du coup sa dernière cigarette, elle la fume toujours à la même heure, à 23h30 le soir. La plupart des logements en dehors de son appartement sont un autre appartement un peu du même type, mais sinon le reste ce sont que des maisons, du coup son appartement fait un peu tâche par rapport au quartier où elle habite. Ce sont des maisons qui sont plutôt jolies, plutôt bien aménagées, bien décorées, qu'on pourrait penser que le quartier est un quartier plutôt aisé.
Et effectivement, c'est le type de personne ou de famille qui vit dans ce quartier, des gens qui ont une bonne situation financière, chose que Mouna n'a pas. Voilà pour le petit contexte. Un jour, et même pendant quelques semaines, à divers moments, Mouna entend la poignée de sa porte d'entrée qui bouge, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans son logement. Déjà, c'est inquiétant. Elle se disait que c'était probablement des enfants qui rentraient de l'école. Parce qu'au début, ça se passait plutôt au milieu de la journée, mais au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se passer le soir. À chaque fois, elle va voir à la porte au niveau du Judas pour voir s'il y a quelqu'un, mais à chaque fois, personne. Personne ne se trouve devant sa porte. Mais il y a une nuit, alors qu'elle fumait sa dernière cigarette, toujours à 23h30, prête à aller au lit juste après, elle n'a rien vu. Elle est donc allée au lit et elle a commencé à s'endormir plutôt rapidement. Mais à un moment donné, elle a été réveillée par un son que certains d'entre vous connaissent peut-être, moi je le connais, le son de ces chats qui jouent. Alors, c'est un bruit assez agaçant quand tu essayes de dormir, mais c'est sûr que si tu es en train de trouver le sommeil, tu n'es pas dans ton sommeil profond, ça peut te réveiller. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Tu dois le laisser jouer, puis au bout d'un moment, plutôt rapidement, il en aura marre et puis il passera à autre chose, et il fera moins de bruit. C'est ce que se dit Mouna, du coup, elle se retourne dans son lit et elle essaie de se rendormir. Mais un peu plus tard, elle se fait réveiller par le même son. Elle les entend toujours jouer, mais également elle les entend miauler. Mais pas un miaulement de je suis content. Un miaulement comme s'ils essayaient de se protéger ou d'avertir d'un danger. Mouna ouvre les yeux et elle se rend compte d'une chose qui l'intrigue fortement. Elle se rend compte qu'en fait ces chats n'étaient pas en train de jouer dans l'appartement. Ils étaient en train de s'agiter à côté de son lit, enfin ils étaient sur son lit même, et ils grognaient, si on peut dire grogner, de son lit. Et ils grognaient en fait en direction de la porte d'entrée. Silencieusement, Mouna se lève, elle va en haut des escaliers qui donnent directement une vue sur la porte d'entrée et elle voit la poignée de la porte qui bouge. Là, elle réfléchit très rapidement, elle décide d'allumer toutes les lumières, elle se dit que peut-être si un cambrioleur pensait que la maison était vide et qu'elle montre qu'il y a bien quelqu'un, il allait partir. Eh bien ça a fonctionné. Effectivement, la porte s'est ouverte de quelques centimètres, mais après ça, elle a entendu des bruits de pas, mais des bruits de pas précipités, comme si la personne en fait venait d'ouvrir la porte et s'était dit mince il y a quelqu'un en voyant la lumière et qu'elle avait détalé aussi rapidement que possible. Mouna se précipite en bas des escaliers à la porte d'entrée, elle la reverrouille à clé parce qu'apparemment elle avait été déverrouillée, elle remonte, elle va chercher son téléphone et elle appelle la police. Il était aux alentours d'1h du matin et la police a débarqué à 5h. Bien sûr, Mouna n'a pas réussi à se rendormir. Elle est restée patiente, assise dans une chaise, juste en haut des escaliers en train de regarder, comme si la personne qui avait essayé de s'introduire chez elle allait revenir. Elle était tellement effrayée qu'elle n'est même pas ressortie pour fumer une cigarette, chose qu'une personne sous le stress comme ça aurait pu faire. La police est donc arrivée plus tard, ils ont analysé la porte et ils se rendent compte qu'en fait la porte avait été en quelque sorte forcée, ce qui permettait à l'individu qui avait fait tout ça de rentrer dans l'appartement. Mais fort heureusement, Mouna l'a pris sur le fait, et l'homme a pris peur et il a détalé. Dès le lendemain, Mouna a appelé son propriétaire pour faire changer la porte, ce qui est plutôt évident. Depuis ce jour, Mouna a sa nouvelle porte, mais elle a drastiquement changé ses habitudes. Je vous avais dit qu'elle était un peu réglée comme une horloge, notamment quand elle allait fumer ses cigarettes. Sauf que maintenant, elle va plus fumer à la même heure, elle ne se place plus au même endroit, parfois elle marche un petit peu. Cette expérience l'a traumatisée, ce qui fait que maintenant elle a peur d'être surveillée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très reconnaissante vis-à-vis de ses chats, et elle se dit maintenant que si ses chats grognent d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a forcément un problème quelque part. C'est là que ce témoignage s'arrête. Alors, c'est un témoignage plutôt effrayant, je trouve, parce que, bon, ça aurait été tout aussi effrayant si jamais l'individu avait vraiment réussi à rentrer dans le logement. Mais ce qui est effrayant, je trouve, même si on n'a pas d'intrusion réelle, si on peut dire, c'est que tu ne sais pas quelles étaient les intentions de cet homme. Est-ce que c'est un homme qui était dans le quartier, qui avait vu qu'il y avait plein de maisons, de belles maisons, il s'est dit bah, l'appartement doit aussi appartenir à quelqu'un qui est aisé, du coup il voulait juste cambrioler. Est-ce qu'il avait vu Mouna fumer et c'est elle-même qui l'avait pris pour cible? Ça reste un mystère et honnêtement on préférerait ne pas le savoir du tout et que Mouna reste en sécurité.